TraumaLink est un service d'urgence qui permet justement aux communautés locales d'intervenir en cas d'accident. Il n'y a pas de ligne ouverte qui coûte cher et donc le victime ou la victime parfois n'a pas les moyens d'appeler une ambulance et parfois on se retrouve avec un manque de compétences. Donc le soin arrive trop tard, le SAMU n'arrive pas ou arrive bien trop tard. Donc TraumaLink a trouvé des solutions à ces problématiques en offrant des soins médicaux de qualité. Comment est-ce que cela fonctionne? Imaginez, vous avez un accident, donc un membre de la communauté va envoyer un message à une personne, le centre d'appel de TraumaLink, et qui va à son tour automatiquement envoyer des messages à des personnes qui sont très proches du lieu de l'accident. Donc c'est un SMS qui va ensuite dire, voilà, j'arrive sur le lieu et il y a par exemple des soins de premier secours qui sont proposés. Et donc ça nous permet justement d'attendre l'ambulance qui arrive. Quand l'ambulance arrive, la personne peut être transportée à l'hôpital. Donc ce sont des volontaires qui peuvent arriver sur le lieu en moins de 5 minutes. Bien sûr, ils reçoivent une formation en premiers soins et ce sont des médecins qualifiés qui viennent du Bangladesh ou des États-Unis. Tout ceci réduit le temps d'intervention en cas d'urgence extrême. Et bien sûr, on travaille de manière collaborative. Voilà, le projet TraumaLink, on peut applaudir, qui est lauréat 2018 de cette fondation. Mridul, sur combien d'accidents êtes-vous intervenu depuis le lancement de TraumaLink? Alors mettez bien le micro contre la bouche. Please use the mic. Alors, on va commencer TraumaLink. Ça faisait à peu près 2 ans. Ça, c'est avant de lancer le service de manière formelle. Donc, sur les 2 dernières années, on a vu à peu près 600 accidents. Et bien sûr, il y a eu d'autres initiatives. Accidents conséquents, quels sont vos premiers retours d'expérience? Est-ce que l'idée que vous aviez, qui était d'arriver très rapidement sur les lieux avec des sauveteurs formés, est-ce que vous y arrivez réellement? Mridul et John. Oui, alors l'idée de base, alors pendant les 2 premières années, l'idée c'était de mettre en place tout ce concept. Et le concept était suivant, c'est-à-dire sur la base que au Bangladesh, vous avez beaucoup de personnes jeunes et qui ne travaillent pas. En gros, ils travaillent dans des petites boutiques, mais ils ont beaucoup de temps de libre et ils cherchent de quoi s'occuper. Et c'est là où on s'est dit, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce sens. Et donc, nous avons développé un modèle qui peut être durable. C'est juste un projet qui, bien sûr, est basé sur plutôt du long terme. Ce n'est pas quelque chose, un one-shot avec du crowdfunding. Alors, comment est-ce que vous créez une communauté de volontaires qui va le faire de manière gratuite, juste pour la bonne action? Et donc, ça a été vraiment une phase de test. Et on s'est rendu compte très rapidement qu'il y avait un très bon retour. Les membres de la communauté, vous savez que la phase de screening où on choisit les personnes, les volontaires, c'est assez strict. En fait, on ne confie pas cette tâche à n'importe qui. C'est-à-dire des personnes qui ont déjà, par exemple, un passé, soit malheureusement parce qu'il y a une personne dans leur famille qui a été victime d'un accident, ou alors une personne qui est expérimentée. Et ensuite, on a essayé de tester ça dans différentes zones assez restreintes et les résultats étaient très très bons. Et ensuite, on s'est rendu compte que la réponse était importante. En 5-7 minutes, les gens et les volontaires étaient sur le lieu de l'accident, presque dans tous les cas. Et nous avons également sélectionné des localisations qui étaient proches de villages. Incroyable. Pour vous, John, qui est urgentiste, médecin, je le rappelle, comment est-ce que vous avez envisagé et développé la formation de ces sauveteurs?
Alors, ça a été un réel défi, c'est-à-dire essayer finalement d'enseigner ces premiers soins à des personnes qui n'avaient pas du tout d'expérience dans le domaine médical avant. Donc, il a fallu bien sûr vraiment mettre en place une formation de base, quelque chose qui est très simple à communiquer, à enseigner. Est-ce qu'on a vraiment des sauveteurs capables d'avoir des premiers actes médicaux relativement importants? Oui, tout à fait. En fait, la plupart des soins de premier secours, c'est quelque chose qui est très disponible, accessible. Vous savez, vous avez une blessure, vous allez appliquer une blessure, vous allez appliquer une pression. Vous devez bien positionner. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de volontaires qui ne sont pas lettrés, qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas été à l'école, mais en même temps, grâce à ça, ils arrivent à sauver des vies. Qui avait enregistré beaucoup de vidéos. On voit évidemment mettre les personnes dans une position latérale de sécurité, faire un garrot, comment gérer une blessure relativement importante. Vous avez participé quelque part physiquement à cette formation? Oui, tout à fait. On s'est dit, voilà, finalement, on voulait vraiment donner accès à ces formations, donc on ne pouvait pas leur donner des documents écrits puisqu'ils ne savaient pas lire, mais peut-être un format que vous pouvez télécharger sur votre téléphone portable. Donc des vidéos, c'est parfait pour ça. On arrive à montrer, voilà, qu'est-ce que vous faites si vous avez quelque temps, vous pouvez voir des vidéos. L'innovation non pas technologique, parce qu'après tout, on fait de la géolocalisation, vous envoyez un SMS sur un téléphone mobile et les gens se déplacent. Là aussi, on est sur une maturité technologique. Mais moi, je suis fasciné par l'innovation sociale de ce que vous avez fait sur ce plan de santé. Et je suis très surpris de voir comment du papier ou du concept à la réalité, il y a un énorme chemin qui est parcouru. L'idée de dire on va former des volontaires qui vont intervenir sur des accidents au bord de la route, voilà, ça va être tout simple. Ça semble simple, mais en réalité, vous formez des volontaires, mais qui ne vont pas simplement venir sur un petit accident. Ils peuvent participer à désincarcérer une personne, ils peuvent assister à des scènes qui sont choquantes, à des scènes de corps qui sont qui peuvent être aussi choquantes, ensanglantées, morts ou autres. Habituellement, ce sont des scènes qui sont réservées à des professionnels médicaux, que ce soit des urgentistes, des pompiers ou autres. Là, vous invitez simplement des gens de la société à aller sur des événements, accidents notamment, qui peuvent être très violents d'un point de vue mental. Oui, c'est vrai, vous avez raison, ça peut être violent d'un point de vue mental, d'un point de vue... alors très brièvement, les formations, bien sûr, parlent de ce genre de situation. On les prévient, on leur dit que finalement, il y a des gens qui peuvent être en pleine panique, donc ce n'est pas uniquement une formation médicale, c'est également toute cette formation psychologique, sociale, comment gérer une situation de crise. Et au Bangladesh, vous savez qu'on a une population très importante et les accidents de voiture, c'est quelque chose qui est presque quotidien pour les gens. Ces volontaires d'un point de vue formation, est-ce que la formation est uniquement sur des vidéos disponibles sur Internet ou autre? Et ensuite, d'un point de vue du post-traumatique éventuellement, est-ce qu'il y a des réunions physiques de ces volontaires? Oui, tout à fait. John, peut-être vous pouvez répondre. Alors, en visu, ils ont par exemple une formation qui est donnée par un médecin au Bangladesh et ensuite des vidéos. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que bien sûr ce travail peut être très compliqué. Et moi, je sais, en tant qu'urgentiste, je sais que c'est pas simple. Et je sais que par exemple, la plupart du temps, l'idée c'est peut-être de travailler, de communiquer avec d'autres volontaires, d'autres secouristes. Donc on encourage beaucoup au sein de notre réseau. On leur dit, voilà, il faut organiser des réunions où les gens peuvent s'exprimer. Moi, j'étais au Bangladesh en février et j'ai parlé à des personnes et ils disaient, voilà, très souvent, je passe 2-3 heures avec un volontaire, un secouriste qui a vu quelque chose de difficile. Et donc, on
dernière question, John, avant de la parole à la salle et aux internautes. Quel est votre regard finalement, pour vous, d'occidental, d'américain, d'urgentiste, sur ce qui est en train de se passer au Bangladesh à travers TraumaLink? Ici, dans nos pays riches occidentaux, les urgences, c'est uniquement pour des professionnels. Aujourd'hui, il y a une urgence, j'appelle les pompiers, j'appelle le 15, j'appelle l'hôpital, et surtout, je n'y vais pas, je laisse la place à d'autres. Là, c'est tout l'inverse. Est-ce que vous êtes, je ne sais pas, demandé, est-ce qu'on pourrait le mettre en place aux États-Unis? Est-ce qu'on pourrait le mettre en place dans nos pays à nous? Ou est-ce que ça reste réservé aux pays du Sud? Alors ça a été finalement une expérience remarquable quand on voit la bonne volonté des gens, la motivation, vous savez, ce genre de service, la motivation était là. Donc finalement, il a fallu former, leur donner quelques recommandations et leur donner des outils. Moi, en tant qu'Américain, je reconnais des problèmes dans des zones un petit peu éloignées. Si par exemple, peut-être que dans ce cas-là, ce type de modèle, ça pourrait être utile aux États-Unis. Culturel en tout cas, à suivre au Bangladesh. Félicitations.